Professeur Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Vous avez remarqué que la table a été allongée. Sinon, je ne serais pas venu. Sinon, vous ne seriez pas venu. Bien. Chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Je mets à l'honneur, le plus souvent possible, les chefs de service, les infectiologues, tous les médecins qui travaillent. D'abord, si je vous mets à l'honneur, je mets à l'honneur aussi. Les infirmières. Alors justement, à travers vous, je mets à l'honneur tout le personnel de santé. De plus en plus d'invités qui viennent des hôpitaux. Pourquoi ? Parce que le président de la République, vous l'avez remarqué, l'a dit hier soir, on en a assez des faux sachants. On en a assez des faux sachants et franchement, on en a assez de l'incivilité sanitaire des Français. Je trouve que les images que vous venez de passer sur BFM, entre autres, sur les personnes qui se précipitent, confinées dans les gares, c'est que ce qui pousse pour monter dans les trains. Il y en a 1 sur 1000 qui a le masque. On est hallucinant d'inculture, d'hygiène et sanitaire. Et franchement, ça s'appelle. Le président n'a pas dit que c'était un état d'urgence, mais cet état d'urgence, nous, on l'attendait. Vous l'attendez, vous n'êtes pas surpris. Ah non, on n'est pas surpris, mais on est satisfait parce que ça va dégager une partie des gens de la ville. Je vous sens un peu remonté ce matin, professeur. Oui, enfin, je pense que c'est aussi un remède au stress et à l'inquiétude, d'être un peu agacé par un certain nombre de points qu'on va voir ensemble. La carence des masques, enfin un certain nombre de choses d'improvisation qui sur le terrain sont compliquées quand même. Sont compliquées à vivre. Alors, hier soir, le président de la République nous a parlé de guerre. Nous sommes en guerre sanitaire, a-t-il dit. Les mesures prises n'ont jamais été appliquées en France en temps de paix. Que les choses soient claires. Le confinement général à partir de midi, même si le mot n'a pas été prononcé, mais peu importe, confinement à l'italienne, c'était indispensable, là, professeur. Mais c'était indispensable parce que nous, à l'hôpital, on va s'occuper de 20% du problème. C'est déjà beaucoup. 20% du problème, c'est-à-dire les formes graves, les formes de réanimation, et on va s'occuper de protéger les soignants et ceux qui ont des comorbidités, comme on dit entre nous. Mais le reste du boulot, il est sociétal. C'est-à-dire limiter la circulation de ce virus, éviter tout ce qu'on n'arrête pas de rabâcher, mais que les gens ne font pas, d'éviter d'aller visiter quand on a des symptômes, d'aller visiter les personnes les plus fragiles. Et je crois que le confinement, c'est une réponse à l'incivilité qu'on observe depuis des semaines. Confinement indispensable, professeur Pialou, mais les mesures de confinement mettent du temps à être efficaces, non ? Parce que je regardais l'exemple italien, ils sont en confinement depuis plusieurs jours maintenant, et pour l'instant, il y a toujours de nouveaux cas. Alors d'abord, il faut savoir qu'une mesure qu'on prend au temps T, par définition, c'est... votre chroniqueur l'a dit tout à l'heure, c'est 14 jours pour voir son effet. Donc déjà, il faut juste mettre ce délai-là. Donc déjà, 15 jours, c'est la raison pour laquelle le premier confinement, c'est 15 jours Exactement, c'est ce qu'on a vu dans les modèles, on l'a vu un petit peu en Italie, on l'a vu à Singapour, où ils ont pris vraiment des mesures très importantes et très rapides. Donc de toute façon, on n'aura pas d'effet là à très court terme, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on est dans un pays latin, très latin, et peut-être plus latin que l'Italie, qu'on a regardé un peu de haut. C'est-à-dire que les gens vont essayer de gruger ce confinement. Il faut vraiment en appeler aux responsabilités. On en a appelé à l'autoconfinement sur toutes les chaînes de télé, sur les médias repris par des propos du gouvernement. L'autoconfinement, c'est un échec. Donc maintenant, c'est le confinement obligé et il faut que les gens le respectent. C'est indispensable. Mais c'est indispensable parce que cet ennemi est invisible. Mais il est à 80% ou 85% dans des formes bénignes, voire des formes asymptomatiques, donc qui circulent. Donc c'est pour ça qu'on a fermé les écoles, parce que les enfants sont peu touchés, mais sont porteurs asymptomatiques. Et évidemment, ils peuvent contaminer les parents, les grands-parents, etc. Et puis, ces formes asymptomatiques ne mettent pas les gens en dehors de la société. Vous voyez ce que je veux dire ? On a eu à tort de comparer avec la grippe. Ça, c'est un truc qui m'a super agacé. J'ai écrit un certain nombre de textes là-dessus, ça n'a rien à voir avec la grippe. Mais quand les gens ont la grippe, ils ont 40, ils ont des frissons, ils ont des mal aux muscles, ils ont la tête en casque, ils restent chez eux. Dans le Covid-19, la plupart des gens ont peu de symptômes. Donc peu de symptômes égale, je me crois le héros, je vais dans les squares, je fais des fêtes de 150 personnes. C'est fini ça, c'est fini, voilà, parce qu'on a envie de pas compter le nombre de personnes infectées en dizaines de millions. Oui. Et vous commencez à les compter dans les hôpitaux. Vu les difficultés que vous commencez, je dis bien que vous commencez à rencontrer. Comment ça se passe dans un grand hôpital comme Tenon ? Tenon a une particularité, une double particularité. C'est un hôpital très spécialisé sur le poumon. Donc avec un service de chirurgie thoracique, une réanimation pulmonaire, un service de pneumologie. Donc on a été impacté assez rapidement, alors qu'on ne devait pas l'être, parce qu'on avait fait un plan niveau 1, niveau 2,
niveau 3. Mais sauf que le coronavirus, il prend pas les niveaux, il sonne pas à la porte des urgences en disant j'arrive. Oui. Donc il faut prendre cette image-là. Il était déjà à l'intérieur de l'hôpital, qu'on était déjà en train de réfléchir à l'étape d'après. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Thonon, comme vous le savez, a été impacté assez rapidement par le fait que les personnels soignants, infirmières, aides-soignantes, médecins, kinésies, ont été contaminés. Donc voilà, on gère aussi ça, on a une antenne spéciale. Dieu merci, tous les soignants contaminés sont en pleine forme, mais évidemment ça génère de l'absentéisme, ça génère de l'inquiétude, ça génère de la colère sur la gestion des masques. Voilà, la gestion des masques à l'hôpital pour l'instant, on a ce qu'il faut, mais pour vous donner un exemple concret, la réserve de l'hôpital Thonon actuellement, pareil que les collègues, c'est 3 jours de masque. Donc on n'a pas de visibilité au-delà de 3 jours. Quand le président de la République dit on va livrer des masques ce soir ou demain, eh bien, on voudrait les toucher. On voudrait les toucher. Non, mais la médecine de ville, surtout la médecine de ville. Moi, j'ai rendez-vous demain avec les généralistes du 20e. Oui. Il y a aussi il faut aussi parler de la solidarité. On a des médecins généralistes du 20e, du 19e arrondissement qui ont décidé de venir nous aider. Je trouve ça, mais par dizaines. Hein. Donc on est en train d'organiser ça. On organise aussi la formation des médecins généralistes. Mais vous savez très bien, et vous avez fait plein de sujets là-dessus, que la médecine de ville n'a pas de solution hydroalcoolique à donner, n'a pas de masque à mettre dans les salles d'attente. À la date d'aujourd'hui, franchement, on marche sur la tête. Depuis décembre, on sait qu'on a un virus respiratoire qui va circuler potentiellement dans le monde. Voilà. Alors personne n'a prédit qu'il allait faire 130 000 victimes. Mais enfin, excusez-moi, notre boulot à nous, soigner. 130 000 victimes où? En France? Non, 130 000 victimes contaminées. Oui. Le chiffre de 130 000 victimes en France, c'est... J'ai entendu des chiffres, 200 000 morts, 100 000 morts... C'est de la mathématique, mais il faut comprendre. Si vous avez... C'est très simple. Si vous considérez que vous allez avoir 10 millions de personnes qui ont le coronavirus, 85% auront des formes asymptomatiques, on le sait et c'est une bonne chose. Mais on sait, vous faites le calcul. Si vous êtes à 2% de mortalité, vous faites le calcul, vous aurez 100 000 ou 200 000 personnes décédées. C'est mathématique. C'est mathématique. Mais une fois de plus, regardez l'Italie. L'Italie actuellement, les chiffres sont faux. En fait, c'est les chiffres de mortalité qui sont bons. Oui, le seul chiffre qui compte sont les chiffres de mortalité. Parce qu'on dépiste plus, parce qu'on gère aussi, la pénurie de tests. C'est plus la peine de dépister à la limite aujourd'hui. C'est plus la peine de dépister. Il y a des dépistages qui sont prioritaires. Il faut le rappeler. C'est les personnes qui ont des symptômes et qui vont rentrer dans l'hôpital, qui ont besoin d'être hospitalisées. C'est les personnes qui sont les soignants, parce qu'il faut protéger les soignants. Et c'est toutes les personnes qui ont des formes graves possibles, et qui ont ce qu'on appelle les comorbidités, les insuffisances cardiaques, l'insuffisance respiratoire, l'immunodépression, le cancer, la grossesse aussi, qui n'est pas une maladie. Donc ça fait quand même du monde à dépister. Mais attendez-moi bien, on ne dépiste pas tout le monde parce qu'on n'a plus les moyens et parce qu'on n'a pas assez de tests aussi. C'est-à-dire que là aussi, on gère la pénurie. Là aussi, on gère la pénurie. Bien, l'armée est réquisitionnée, hôpital de campagne. Vous connaissez les moyens hospitaliers de l'armée efficaces? Très efficace. Hôpital de campagne près de Strasbourg. Très efficace parce que très habitués aux situations de crise. Ils ont vécu Ebola sur les pays les plus concernés. Je veux dire, et puis là, par contre, on n'aura pas de problème de civisme et de gens qui vont suivre les méthodes. Moi, je suis fils de général, j'ai du mal à dire du mal du système militaire. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui n'a pas une dimension. Vous l'avez vu sur le reportage sur le Haut-Rhin. C'est pas des unités de 500 lits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites unités, mais elles seront très efficaces. Elles seront très efficaces. Alors, je voudrais quand même insister encore, avant de parler du virus en lui-même, je voudrais insister sur le personnel soignant. Solidarité formidable, je le vois. Chacun aujourd'hui fait taire toutes ces... Ça reviendra après et il faudra mettre tout sur la table. Mais aujourd'hui, solidarité exceptionnelle du personnel soignant entre personnel soignant et avec la population. Alors, il y a une solidarité, effectivement, à tous les étages des soignants. À tous les étages. Et vous avez même des gens qui ont quitté l'hôpital public, qui veulent revenir nous aider, etc. Bien sûr. Avec le privé, ça se passe bien aussi? Je trouve que le mot héros du président de la République est un peu sévère. On sera héros quand on aura réglé ce problème du coronavirus. Pour l'instant, on est juste au poste de combat, pour reprendre les termes de guerre. On est juste au poste de combat et les gens assurent. Les gens assurent et sincèrement, sur le terrain, il y a de l'inquiétude, mais il n'y a pas de peur irrationnelle des soignants et ils assurent leur mission. Franchement, il faut aussi penser qu'il va y avoir de l'épuisement aussi, parce que c'est arrivé dans un moment que vous savez très bien, où l'hôpital public était quand même en crise, et pour l'instant, c'est l'hôpital public qui assure cette mission. Alors, est-ce que le privé, aujourd'hui, ça y est, s'est mis en marche de manœuvre, s'il vous plaît? Il était temps, hein.
Non, mais s'il quand vous je dis le plaît, privé, c'est-à-dire professeur, je dis s'il vous plaît parce que il faut que le privé rejoigne le public. Attendez. Comment faites-vous? Comment faites-vous? Vous appelez, je sais pas moi, la clinique privée de votre arrondissement ou l'hôpital privé qui est pas très loin. Vous travaillez ensemble, vous envoyez des malades. Comment ça se passe? On va commencer, puis aussi on va commencer à leur dire de garder leurs patients. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse aussi. Oui. Parce que on prend les formes les plus graves des cliniques qui ne sont pas équipées en soins intensifs, etc. Donc là, il va falloir un peu s'organiser. Et je pense quand même que le plus important, c'est la montée en charge de la médecine libérale, toute la médecine libérale. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de respirateurs, par exemple? Alors, aujourd'hui, à la date qui est, oui. Vous savez que, alors pour vous donner un exemple concret, à l'hôpital Tenon, on a commandé des respirateurs parce qu'on pousse les murs de la réanimation. Pour l'instant, on n'est pas plein. Mais un respirateur, on les commande à qui? On les commande aux entreprises. Aux entreprises qui fabriquent. Ce sont des entreprises françaises ou étrangères? Je vous dis ça parce que je sais pas. Non, mais je vous dis ça parce que elles sont pas chinoises. Si on en manque, elles sont pas chinoises. Mais si on en manque, il faut. C'est une économie de guerre. Pour l'instant, j'ai pas la notion qui est de carence de matériel lourd. Mais il y a une autre chose qu'il faut préciser, c'est que derrière une machine, que ce soit une machine de ventilation artificielle, que ce soit un ECMO, soit une circulation extracorporelle, vous avez un personnel ultra spécialisé. Et ce personnel ultra spécialisé, vous l'avez pas en claquant des doigts, vous ne le formez pas en quelques semaines. Et ça, effectivement, il faut anticiper. Bien, on va parler de ce virus. Ce virus est installé partout, vous le disiez, il est totalement invisible. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa durée de vie ? Est-ce qu'on a, depuis le début de cette épidémie, on en a appris un peu plus sur ce virus ? On apprend beaucoup, et c'est vrai que de temps en temps, les nouvelles sont pas forcément aussi rassurantes qu'au début de l'épidémie. Et c'est pour ça qu'on s'adapte, et c'est pour ça que le discours politique, notamment du directeur général de la santé, s'adapte aussi aux données scientifiques qui en permanence remontent du terrain. Alors je vais prendre un exemple. Pour l'instant, on est, vous l'avez rappelé, dans une règle qui est que les gens doivent rester, quand ils sont malades et qu'ils ne sont pas à l'hôpital, dans les règles de 14 jours. Il est possible d'abord que les gens commencent à excréter du virus dans les 24 heures qui précèdent les symptômes, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Et nous, quand on commençait à chercher les personnes contacts des personnes infectées, on considérait 24 heures avant les symptômes et effectivement pendant les 14 jours. Il est possible aussi que dans un certain nombre de cas, des gens soient encore positifs et possiblement contaminants au-delà du 14e jour. Je sais que c'est un discours un peu anxiogène, mais il faut dire aussi qu'on se renseigne au fur et à mesure de l'épidémie. Et là, on sait peu de choses, par exemple, de l'Italie. Donc les données françaises vont être très importantes à analyser, très importantes. Il y a plusieurs essais thérapeutiques et plusieurs cohortes de suivi qui apparaissent. Donc on va apprendre au fur et à mesure. Parce qu'il faut rappeler quelque chose à nos téléspectateurs. Le coronavirus, certains ont fait un peu les malins en disant, oui, c'est un modèle grippe, mais ça n'a rien à voir. Le système immunitaire n'a jamais rencontré le coronavirus. Le coronavirus. Donc il n'est pas habitué. C'est la raison pour laquelle il s'installe. Nous-mêmes ne sommes pas habitués. Oui. C'est pas tout à fait, même si c'est les modes de transmission communs avec la grippe, c'est un virus nouveau dans une population qui ne l'a jamais rencontré. Alors combien de temps dure-t-il sur une surface? On ne sait pas ça aussi. Est-ce qu'on a tout il s'installe là, par exemple, devant moi, là, j'imagine. J'espère que vous bio-nettoyez. Oui, on bio-nettoie, bien sûr, mais imaginons, il s'est installé. Combien de temps va-t-il durer sur cette surface qui est un genre de plastique? Alors, il y a eu toutes les réponses et il y a les fake news au milieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une étude justement menée en Chine sur un patient hospitalisé. Ce qu'on sait, c'est qu'un patient hospitalisé dans une chambre, confiné, en 24 heures, toutes les surfaces, la petite tablette pour déjeuner, la petite table de nuit, sont avec du virus. Enfin, qu'on retrouve par technique de ce qu'on appelle la PCR, technique de test. Après, ça c'est une première chose. Alors combien de temps ça dure ? Sincèrement, on sait que ça dure plusieurs heures. Après, les chiffres, les gens qui disent ça disparaît en 10 minutes, c'est faux. Les gens qui disent ça reste des semaines, c'est probablement faux. Ça dure plusieurs heures. Donc ça nécessite des bio-nettoyages réguliers. Et aussi, il faut tranquilliser un peu les gens. C'est pas parce que vous retrouvez un peu de virus par PCR que c'est forcément infectieux, contaminant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut probablement un effet de quantité. Mais il faut être très prudent avec les surfaces. Et puisque vous me donnez l'occasion de ce très joli micro, on a peut-être un peu hypertrophié le discours sur le masque par rapport au discours sur les mesures barrières, sur les mains, sur le serment de main. Les gens étaient focalisés sur le masque, qui est important, et on en a oublié le reste, le b.a.-ba. C'est vrai. On a l'impression qu'avec un masque, on est totalement protégé. Mais à quoi ça sert d'avoir un masque si vous serrez les mains, si vous continuez à tripoter les gens, si vous lavez pas les mains, si vous lavez pas les biosurfaces, ça marche. Est-ce que le virus a évolué, a muté ?
pour l'instant, les centres de référence de virologie disent que le virus n'a pas muté. C'est aussi une bonne nouvelle, parce que de temps en temps, il faut en lâcher un peu. Ce virus est quand même assez stable par rapport à d'autres virus comme la grippe. Il mute pas tant que ça. Et il y a eu des études qui ont montré que c'était le même virus qui circulait à Singapour, à Washington, à Sydney, etc. Voilà. Après, il y a eu une discussion scientifique chinoise pour savoir s'il n'y avait pas des formes plus agressives qui expliquaient la mortalité importante au début de l'épidémie en Chine. Alors, la volonté, on a bien compris, c'est de ne pas avoir un pic effroyable. La volonté, c'est de faire un peu plus durer l'épidémie pour mieux la contrôler. Hein, c'est bien cela, la volonté, si j'ai bien compris. La volonté, c'est ce qu'a dessiné le ministre sur votre chaîne, c'est que la courbe soit abrasée. On n'a plus de prétention à la contenir, on a prétention à abraser la courbe et justement qu'on arrête ce pic exponentiel. Ce pic exponentiel. À l'italienne. Oui, mais est-ce qu'il va perdre de sa virulence au fil du temps ? Alors, c'est pas qu'il va perdre de sa virulence, c'est qu'il y a un phénomène. Alors, quand on affole les gens en disant, il y a 50, comme l'a dit Madame Merkel, comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale, ça affole les gens, 50 à 60% de la population va être contaminée. Ça inclut évidemment toutes les formes asymptomatiques et les formes avec peu de symptômes. Mais la bonne nouvelle derrière, c'est qu'on a ce qu'on appelle une immunité de troupeau. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où beaucoup de gens sont contaminés ou ont été contaminés, ils ont des anticorps et le virus, il bute. Et il n'arrive pas à pénétrer les cellules. Donc il faut imaginer que derrière ces chiffres alarmants, il y aura un contrôle, je dirais. C'est le pari de Boris Johnson en Grande-Bretagne. Hein. Jusque-là, parce que c'est le pari de ses experts surtout. Oui, ses experts. Il a un peu évolué. Hein, Ouais. Bon, tout le monde peut être touché. Hein, on est bien d'accord. Le virus va mourir ou pas ? Au bout d'un certain temps. Non, là c'est difficile d'être devin, mais la possibilité c'est qu'on se retrouve un peu dans la configuration. C'est vrai que le SRAS a été réglé en 3 mois, et que là on ne voit pas se profiler. Mais le SRAS, c'était 8000 personnes, dont 8000 personnes dans le monde. Oui. Donc là on joue pas dans la même cour. Les traitements. Alors les traitements. Professeur, j'ai vu qu'il y avait un premier essai clinique qui avait débuté à Seattle. Non, mais il y a des essais en France. Hein. En France aussi, ça y est. Oui, on avance vraiment bien sur le traitement ou pas ? Alors, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Mais ce qu'on a dans les placards, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on a des molécules qui sont actives contre différents virus. Le virus sida, notamment, il y en a 4 qui sont à l'essai en Chine et 2 en France. Il y a la molécule qui est active qu'on prend quand on a une grippe. On va pas faire la publicité de la molécule. Il y a une molécule très efficace, probablement, qui a été développée dans la maladie de Ebola. Et dans le MERS, donc qui est un autre coronavirus. Donc on a l'interféron gamma. Enfin voilà, il y a un essai qui se fait en France. Il y a aussi, comme vous le savez, au sud de la France, à Marseille, des gens qui ont essayé la chloroquine, donc avec des petits résultats sur peu de patients, sur 24 patients. Donc oui, il faut reconnaître aussi que c'est l'effet positif de cette crise mondialisée, c'est que la recherche est boostée partout. Elle est boostée partout. Et derrière, il y a des firmes qui screenent toutes leurs molécules, pour en trouver efficace contre le. Alors j'ai 2 dernières questions, professeur. La première concernant les animaux domestiques et les êtres humains. Il n'y a aucune preuve de transmission. Je vous dis ça parce que beaucoup ont peur d'un abandon massif d'animaux. Il n'y a aucune transmission. Ça aussi, c'est partie des fake news. Je veux dire, il n'y a aucune preuve de transmission avec les animaux de compagnie. C'est pas les bons hôtes. Même dans tous les coronavirus depuis 2003, le SRAS qu'on a vu, excusez-moi, il y a peu de gens qui élèvent des chauves-souris, il y a peu de gens qui élèvent des dromadaires. Donc voilà, il faut un peu se détendre et surtout pas surcharger la ligne téléphonique de la SPA. Et puis vous êtes supporter de Nîmes Olympique, ça me fait plaisir de vous recevoir, professeur. Je suis pas là pour ça. Hein. Non, vous n'êtes pas là pour ça, mais parlons un mot de football, professeur Pialou. Aujourd'hui, l'UEFA doit décider du prochain Euro. Il n'aura pas lieu, que les choses soient claires, mais il n'y aura pas un match de football avant septembre. Ça me paraît difficile, là, déjà, de voir. Si on voit jusqu'à l'été, comme vous disiez, ça va s'abraser, mais ça va pas disparaître totalement. Donc, on aura gestion. Je pense que tout un tas de personnel, de la sécurité civile, les policiers, évidemment, tous les soignants, et puis tout un tas de personnel qui n'auraient pas été confinés, vont être épuisés. Je vois pas comment on pourrait tout d'un coup remettre 5000 personnes dans une enceinte fermée.
Bien, merci beaucoup, professeur Pialou. Merci vraiment d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, 8h05. Et j'aurai l'occasion aussi, par téléphone, d'appeler des chefs de service, et je l'ai déjà sur RMC Découverte, et sur BFM TV aussi, des chefs de service de grands hôpitaux de province. Merci d'être venu nous voir ce matin.